Bonjour à toutes et à tous. Je suis Chloé Chambé, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation, est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, et ça, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Le thème choisi pour cette 10e édition, du Printemps de la recherche en éducation est celui du bien-être à l'école. Une thématique très importante qui est traitée au cours de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation. Aujourd'hui, je vais assurer la fonction de modératrice. En effet, au cours de cette conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône questions. Voilà, moi je ferai ensuite une synthèse de toutes vos questions. Je les compilerai et puis je les poserai à la fin de la présentation à notre conférencier du jour. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui Monsieur Christian Budex. Christian Budex est conseiller au Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements, parfois connu sous l'acronyme C2A2E. Au sein de ce centre, il est chargé de mission recherche. Il est également chercheur associé au Centre de recherche en éducation de Nantes et docteur en sciences de l'éducation dans le champ de l'éducation à la fraternité et dans la pratique de la philosophie avec les enfants, de la discussion à visée démocratique et philosophique avec les enfants. Monsieur Christian Budex, du coup, intervient aujourd'hui pour une conférence portant sur la prévention des violences au cœur du climat scolaire, le harcèlement entre pairs à l'école, et il abordera aussi bien la compréhension du phénomène que la méthode de prise en charge et les pistes de prévention. Monsieur Budex, merci à vous d'intervenir aujourd'hui, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Chloé Chambé pour cette introduction. Merci au réseau des INSPE de m'avoir invité à parler de la question de la prévention des violences, et notamment du harcèlement entre pairs à l'école. Mon intervention, elle se déroulera selon effectivement le titre qui a été évoqué là. D'abord une compréhension du phénomène, puis une présentation, une explicitation de la méthode de la préoccupation partagée, qui est une des méthodes utilisées pour prendre en charge les situations de harcèlement entre pairs à l'école, et puis ensuite dresser quelques pistes de prévention. Donc, si on commence par la compréhension du phénomène, il faut peut-être préciser qu'il y a un programme d'envergure qui s'appelle le programme phare de prévention du harcèlement, qui vise à prévenir et à traiter les situations de harcèlement à l'école, qui a été mis en œuvre en 2021, d'abord en direction des écoles primaires et des collèges. On reviendra peut-être sur les raisons qui ont motivé cette première rentrée, puis depuis la rentrée précédente dans tous les lycées de France. Et ce programme, il fait notamment obligation à tous les établissements donc de se doter d'une équipe ressources pour traiter des situations. C'est le sens de la charte d'engagement sur 2 ans qui oblige les établissements à un certain nombre de points que vous voyez défiler là. D'abord donc se doter d'une équipe ressources pour traiter les situations de harcèlement en utilisant notamment la méthode de la préoccupation partagée sur laquelle je reviendrai. Il oblige, il n'invite pas à formaliser un protocole de traitement, à dire comment on s'y prend dans cette école, ce collège ou ce lycée pour traiter les situations, à former pour les collèges et les lycées des élèves ambassadeurs, à mettre en place un temps dans l'année de sensibilisation à la prévention du harcèlement et des cyberviolences envers les familles, et puis à participer aussi à 2 temps forts, le concours non au harcèlement qui invite les classes à réaliser des affiches ou des vidéos autour de la question de la prévention du harcèlement et des cyberviolences. Ça, c'est le premier temps auquel les établissements sont invités à participer. Et puis un temps consacré aux cyberviolences qui est le Safer Internet Day, qui est une journée dédiée à la question du cyber au mois de février. Et puis enfin, il fait obligation d'introduire 10 heures d'enseignement par classe sur la prévention du harcèlement et des cyberviolences. On aura l'occasion d'en reparler à propos des pistes de prévention. Je voudrais essayer de montrer donc dans cette intervention que malgré peut-être les défauts inhérents à ce type de programme ciblé, dont la France est un peu la spécialiste, eh bien ce programme phare recèle un grand nombre de leviers pour, je crois, repenser utilement la relation éducative, introduire, j'y reviendrai, un nouveau paradigme de justice scolaire et puis ouvrir la voie de ce qu'on peut appeler une éthique relationnelle et même une éducation à la fraternité. J'y reviendrai également.
Je précise d'emblée que mon intervention, elle se situe entre la recherche et puis le retour d'expérience de terrain. Comme Chloé Chambet l'a indiqué tout à l'heure, j'appartiens à un centre académique d'aide au personnel qui œuvre dans le champ de la prévention des violences et du climat scolaire et qui a élaboré dès 2014, en collaboration avec Jean-Pierre Bellon, à Versailles, ce qu'on peut appeler la matrice du programme phare, et ce, à partir des travaux notamment d'Anatole Pikas, qui a été un des chercheurs nord-européens à travailler dès les années 70-80 sur la question du harcèlement. Le centre académique d'aide aux écoles et aux établissements, donc le C2A2E auquel j'appartiens, il a formé depuis 2014-2015 les personnels de ces équipes ressources que le programme phare aujourd'hui développe au national. Ce centre, il accompagne également au quotidien les établissements sur des situations de violence et notamment de harcèlement. C'est un centre dont les membres sont destinataires des remontées d'incidents qui, pour beaucoup, ou un certain nombre en tout cas, concernent des situations de harcèlement et de cyberviolence. Un centre dont les personnels sont également derrière un numéro de SOS Violence qui, lui aussi, est alimenté par un bon nombre d'appels relatifs à des situations de harcèlement. Donc, c'est aussi sur cette expérience-là que le propos d'aujourd'hui s'appuie pour essayer de relayer un petit peu l'expérience accumulée de ces différents champs d'intervention. Alors, bien que la littérature scientifique n'ait pas énormément relayé le travail du C2A2E, à l'exception peut-être d'un article en 2017 de Stéphanie Miro et de Christian Pudex, donc moi-même, sur cette question, c'est vrai que ce centre occupe une position singulière qui sera un peu celle de mon propos aujourd'hui, entre terrain, formation, accompagnement des situations, et puis en tant que chargé de mission recherche de ce centre, position qui m'autorisera à, au-delà du retour d'expérience, formuler quelques pistes peut-être pour la recherche. Mais si on veut d'abord entrer dans la compréhension du phénomène, peut-être quelques chiffres pour dire qu'entre 5 et 10% de nos élèves, si on s'appuie notamment sur les derniers résultats statistiques de cette enquête de l'ADEPE de 2023, environ 5 à 10% de nos élèves sont victimes de situations de harcèlement, avec la déclinaison selon les cycles que vous voyez ici. Peut-être si on y regarde d'un petit peu plus près, en considérant des situations que cette enquête nomme comme étant à surveiller, on voit qu'il y a notamment 19% des écoliers qui seraient concernés par ces situations. Je précise aussi que c'est une violence dont la particularité, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours clairement compris, c'est une violence qu'on pourrait dire trans-catégorie socio-professionnelle. On la trouve, pardonnez-moi, dans tous les milieux. Ces chiffres ici, je le précise ici, ne concernent pas non plus les cyberviolences, mais seulement ce qu'on appelle le harcèlement entre pairs à l'école. Celui-ci, il faut le dire aussi, a fait l'objet d'une communication gouvernementale et d'une médiatisation importante, notamment lors de la dernière rentrée. C'est un phénomène qui a également fait l'objet d'une juridisation assez récente, depuis la loi Balanant du 2 mars 2022, qui a créé un délit de harcèlement scolaire. Donc, vous voyez ici les sanctions attenantes. Et c'est vrai que cette médiatisation et cette juridicisation, elles conduisent parfois à plaquer la notion de harcèlement sur des violences qui, sans les minimiser bien sûr, et en les prenant bien évidemment en considération pour les traiter autant que faire se peut, des violences qui ne relèvent pas toujours de ce type de violence bien particulier qu'on appelle le harcèlement entre pairs à l'école et sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants pour au minimum en donner la définition et quelques caractéristiques. En milieu scolaire, le harcèlement, c'est le fait, vous le voyez, pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos, des comportements négatifs, voire violents. Les trois caractéristiques que l'on reconnaît au harcèlement en milieu scolaire pour les distinguer d'autres types de violences sont d'abord la répétition de ces conduites négatives qui peuvent prendre des formes très diverses, physiques, psychologiques et éventuellement des formes de mise à l'écart ou d'ostracisation. Si je prends un exemple très concret, on a croisé par exemple l'année dernière une situation que j'évoque parfois en cycle 3, je crois, d'un enfant sur la table duquel tous les matins on déposait un savon. Pas d'agression physique, pas d'injure, pas de moquerie. Ce simple acte qui consiste à déposer un savon sur la table de cet enfant que l'équipe éducative a fini par retrouver
la peau entièrement rougie à force de se frotter, de se laver. Voilà le type d'acte aussi que l'on peut retrouver lorsqu'on parle d'action négative. Et lorsqu'on parle de répétition, il faut aussi avoir en tête qu'il s'agit de la répétition vécue du point de vue de la victime. On peut avoir un enfant qui le matin va mettre une tape sur la tête d'un de ses camarades et puis qui va passer à tout à fait autre chose. Le seul problème, c'est que après celui-là, il y en a un autre, puis encore un autre, et puis 10 autres. Et du point de vue de la victime, il y a cet effet du 1 plus 1 plus 1 plus 1 que l'on appelle de la répétition, de la répétitivité, décuplé quand il s'agit des cyberviolences, où là, avec le pouvoir de dissémination rapide de l'objet technologique, eh bien, c'est 1 plus 100 plus 1000 plus 10 000, et dans un temps extrêmement rapide, ce qui évidemment renforce l'effet de violence. Deuxième critère des situations de harcèlement en milieu scolaire, c'est ce qu'on appelle la disproportion des forces. Il ne faut pas confondre une situation de harcèlement avec une situation de conflit dual dans lequel les parties sont à peu près équilibrées dans leurs actes, éventuellement négatifs. Avec le harcèlement, on est plus proche de la maltraitance que de ce qu'on appelle un conflit. C'est un rapport de force et de domination, la plupart du temps d'un groupe sur un ou une élève. Découle de ce deuxième critère un troisième qui est l'isolement de la victime, engendré par la disproportion, isolement qui produit dans une sorte de cercle vicieux à la fois perte de confiance, honte, intériorisation de la responsabilité, donc culpabilité, peur, de sorte que on a un taux de confession entre guillemets à l'égard des situations de violence qui est parfois encore trop faible de la part des enfants qui en sont victimes. Et puis, à propos du harcèlement, il faut peut-être préciser que la prévention de ce phénomène de violence se heurte encore à des idées reçues très ancrées dans la culture française du type « ça a toujours existé, ça n'est qu'un jeu, il faut bien que jeunesse se passe, ça forge le caractère ». Représentations qui sont encore très présentes, y compris chez les collègues. Voilà la traduction, par exemple, anglaise de il faut bien que jeunesse se passe, et je crois boys will be boys, elle indique déjà sans doute dans la culture éducative française la trace d'injonctions virilistes et de stéréotypes de genre dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Je voudrais vous proposer de m'attarder un petit peu maintenant sur la nature, disons, psychosociologique de cette violence particulière qu'est le harcèlement entre pairs à l'école, pour comprendre que c'est essentiellement un phénomène de groupe. Un phénomène de groupe qui réunit différents protagonistes dans une triangulation dont on voit ici le schéma. Il s'agit d'une violence qui a la particularité, au-delà d'être un phénomène de groupe, une violence qui a la particularité d'obéir à un régime qu'on appelle d'invisible visibilité. Ce sont des violences qui sont faites pour être cachées aux adultes, ce qui les rend plus difficiles à repérer et montrer au groupe d'enfants qui assistent, entre guillemets, à ce spectacle. C'est aussi une violence dont la particularité est de donner lieu à ce qu'on appelle une porosité des rôles. Ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire que les rôles changent, ne sont pas fixes. Une cible peut devenir auteur, des témoins peuvent devenir auteurs, peuvent devenir cibles, ça bouge. Et de ce point de vue-là, évidemment, il y a un élément particulier à prendre en considération, c'est que tous les protagonistes de cette situation sont finalement soudés ou cimentés par un régime de peur, on y reviendra. Si on s'attarde un peu sur le rôle des témoins, on peut en distinguer au moins 3. Il y a des témoins, disons, actifs qui participent à la situation d'intimidation ou de harcèlement, qui la renforcent, des témoins passifs qui sont en retrait, et puis, plus rares peut-être, mais ce sont les défenseurs, ceux qui vont intervenir pour tenter de mettre fin à la situation d'intimidation. On verra que là aussi, c'est sur cela peut-être que souvent la prévention essaye d'insister. Dans les affiches ou les vidéos que les élèves réalisent dans le cadre du concours non au harcèlement, on voit un bon nombre de productions qui sont orientées autour du rôle de ces fameux témoins défenseurs, même si on aura bien évidemment à l'esprit qu'il est toujours très difficile de s'opposer au groupe et que ce n'est pas une simple incitation morale comme ça qui va permettre à ces témoins de devenir des défenseurs. Si on regarde encore un petit peu plus près la manière dont fonctionne ce phénomène de groupe, eh bien, il faut avoir à l'esprit qu'il obéit à
une logique d'inclusion-exclusion de ce que j'appelle des fraternités communautaires, des groupes. C'est dans la logique, si vous préférez, d'un groupe, en particulier peut-être aux alentours du cycle 3. C'est la raison pour laquelle le programme phare avait d'abord ciblé les écoles et le collège. C'est dans la logique d'un groupe, dans sa construction, de renforcer cette dynamique identitaire par de l'exclusion et de faire du nous contre du eux. Il y a, si on veut le dire rapidement, dans le phénomène du harcèlement entre pairs à l'école, un phénomène du bouc émissariat. Et cette logique d'inclusion-exclusion, elle se fait, comme le rappelle par exemple le roman de William Golding, Sa Majesté des Mouches, elle se fait dans la violence et à partir finalement du rejet de la différence, quelle qu'elle soit. C'est un des points aussi qui est assez visible aujourd'hui. On voit des enfants qui, sous l'impulsion d'un ou plusieurs meneurs et sous le poids conformiste du groupe, des enfants qui discriminent celles et ceux qui sortent de la norme et qui sont différents. Et les enfants, les adolescents n'auront pas de mal à trouver des différences pour les stigmatiser et produire de l'exclusion. Chaque société produit des normes, donc des différences sous nos latitudes. Les différences les plus stigmatisées, les plus connues, renvoient soit à des caractéristiques physiques, l'obésité, la couleur de peau, de cheveux par exemple, soit à des situations de handicap, soit à l'orientation sexuelle. Et donc, on verra souvent des enfants, des adolescents victimes de harcèlement qui se retrouvent dans ces situations-là. Mais il faut bien avoir en tête que parfois le groupe inventera lui-même, pour se renforcer dans sa construction, de la norme et de la différence. Ici, on verra les riches discriminer les pauvres. On a vu des situations comme celle-là. Ou alors les enfants nés en 2000. Ça, c'est pas une norme que nous avons, nous, adultes, je dirais, élaborée. C'est eux qui se la sont fait tout seuls. Parfois, ce sera l'humour au second degré d'un enfant qui sera l'objet d'une discrimination, comme le montre cette production du concours non-harcèlement que j'évoquais, qui a été fait par des collégiens, je crois. L'oppression conformiste de la norme pèse et ordonne l'exclusion. Pourquoi moi ? Parce que trop grand, trop électrique, trop vert, trop point d'interrogation. Si donc on regarde d'un petit peu plus près maintenant les motifs pour lesquels des enfants, des adolescents deviennent intimidateurs, intimidatrices ou harceleurs, on verra que le poids des mots peut aussi jouer. Si on essaie de regarder un petit peu plus près les motifs pour lesquels donc on devient intimidateur, pour mieux comprendre la logique du harcèlement et aussi les moyens de prévenir, on peut essayer de répondre à cette question-là. Pourquoi devient-on intimidateur ? Et quel est le degré d'intention de nuire de la part de ces enfants et de ces adolescents ? Il faut le dire, ce que l'on découvre, c'est que il y a aux extrêmes et qui sont minoritaires. Alors certainement des enfants pas bien dégrossis de l'empathie, si vous me passez l'expression. Ce sont des êtres en construction, sans doute conscients de leurs actes, mais pas nécessairement de leurs effets, en particulier de l'effet du 1 + 1 + 1 + 1 que l'on évoquait tout à l'heure. De l'autre côté, sans doute des enfants qui peuvent relever de la catégorie pathologique de la perversité. Selon le docteur Nicole Kathleen, ce sont 2 à 3% des intimidateurs ou des auteurs de situations de harcèlement qu'on trouverait dans cette catégorie. Et puis entre les deux, il y a la grande masse de ceux qui effectivement deviennent des intimidateurs et des intimidatrices. Alors pas parce que ils sont en manque chronique d'empathie, ni parce que ce sont des enfants pervers, mais parce que les autres le font aussi, comme ils le disent, ou parce qu'ils n'ont pas su ou pu s'affranchir du groupe. Et là, on retrouve effectivement à la fois l'oppression conformiste que l'on évoquait jusqu'alors, particulièrement renforcée peut-être aussi par le désengagement moral que le groupe autorise dans la mesure où la dilution de la responsabilité y est à l'œuvre. C'est ce que j'appelle la force centrifuge du nous. On a là une pression du groupe qui conduit à faire commettre aux enfants et aux adolescents un certain nombre d'actes. Et puis, il y a un autre motif qu'on a vu apparaître. Des enfants et des adolescents deviennent intimidateurs par stratégie sociale,
parce qu'ils ont intériorisé la norme dominante de notre société, qui est la suivante, c'est que pour être populaire, pour réussir sa vie, comme on dit, il faut entrer dans des logiques de domination. Alors ça, c'est intéressant, entre guillemets, aussi, parce que ça nous permet de comprendre là quel est le poids, sans doute, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des injonctions virilistes et des stéréotypes de genre. Ça indique déjà, sans doute aussi, quelques pistes de prévention. Ça nous permet de comprendre que les motifs ou les causes sont plutôt à chercher du côté du poids du groupe et du poids des normes, si vous me l'autorisez ainsi. Ce que nous a montré donc, et ce que nous montre le terrain et les enquêtes, c'est qu'une approche théorique, finalement, l'a emporté sur une autre pour répondre à la question que nous avions sous les yeux. Pourquoi devient-on intimidateur ? Alors, pourquoi devient-on intimidateur ? Est-ce que c'est parce qu'on est un méchant bully, comme l'avance par exemple le chercheur nord-européen Dan Olweus, parce qu'on serait doté d'une mauvaise nature, le bully en anglais c'est le petit caïd, la petite frappe, la petite brute. Est-ce qu'on devient donc intimidateur parce qu'on est doté effectivement, parce qu'on est un méchant bully, ou bien, comme le pense un autre chercheur nord-européen qui a très tôt travaillé sur la question, parce que on est incapable de s'affranchir de la pression du groupe. Et Anatole Pikas a choisi, lui, le terme de mobbing pour caractériser le harcèlement. Mob, en anglais, ça désigne la foule, et la foule plutôt dans sa dimension intimidante. Et pour Anatole Pikas, pas de doute, les pervers sont rarissimes à l'école, on le disait tout à l'heure, 2 à 3% selon Nicole Kathleen. En revanche, les adolescents qui sont soumis au conformisme du groupe sont bien plus nombreux. On le redit encore une fois, le harcèlement est essentiellement un phénomène de groupe dans lequel le rôle de chacun ne dépend pas tant d'une nature que d'un contexte, d'où le choix d'un vocabulaire peut-être plutôt intimidateur présumé que harceleur, plutôt cible que harcelé. Alors chaque mot, chaque sémantique a évidemment ses inconvénients, mais l'idée c'est de ne pas figer un destin ou une nature en la confondant avec des actes, distinction essentielle. Il y a des vols, mais pas de voleurs. Et bien là, de la même manière, il y a à un moment des situations qui conduisent des enfants à être impliqués dans un fait de harcèlement entre pairs à l'école. L'approche de Dan Olweus, qui ferait effectivement du harcèlement un phénomène individuel et donc statique, est une approche essentialisante, déterministe, très répandue dans l'opinion, mais démentie par l'expérience, notamment par un élément que nous avons vu tout à l'heure, qui est celui de la porosité des rôles. Ça tourne, on peut devenir auteur, des témoins peuvent devenir cibles ou auteurs. Si c'était une nature ou un déterminisme, on ne verrait pas ce phénomène de la porosité. Pour un chercheur comme Benoît Galland, qui a compilé un très grand nombre de recherches sur le sujet dans un livre au titre assez évocateur d'ailleurs, le harcèlement à l'école entre mythe et réalité, c'est dans la nature, dit Benoît Galland, c'est dans la nature de la relation entre les élèves qu'il faut rechercher l'origine du harcèlement, plus que dans la personnalité des auteurs ou des victimes. Toutefois, c'est vrai que ce mythe ou ce préjugé perdure, est assez ancré dans l'esprit d'un certain nombre d'entre nous, familles, personnel de l'éducation, et pour deux motifs, pour deux raisons principalement. C'est vrai que nous sommes parfois indignés par la violence des actes qui sont commis. Repensons au savon déposé sur la table de cet enfant que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, indignés ou choqués par la violence des actes commis, nous peinons parfois, et a fortiori pour les parents de ces enfants, dont ils découvrent la situation très souvent avec un délai important, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois après que la situation ait commencé. Et nous peinons parfois donc à dissocier la cause des effets. Or, ce n'est pas parce que les actes sont violents qu'ils sont le fait d'individus nécessairement pervers. Entre les deux se joue la dynamique de groupes faits, nous l'avons vu, d'oppression conformiste, de stratégie sociale, de désengagement moral, plus que d'intention perverse d'infliger des souffrances. La violence du groupe n'est pas celle des individus. Mais il est vrai aussi que l'essentialisation, c'est un refuge intellectuel, moral,
tout comme la punition mécanique d'ailleurs, assez commode. C'est facile, c'est rapide, c'est simple, c'est confortable. Je voudrais maintenant essayer de montrer comment la compréhension des logiques à l'œuvre dans le phénomène du harcèlement, eh bien, qu'on vient d'essayer d'éclairer là, elle commande à la fois la méthode de prise en charge des situations et le travail de prévention. Je commence par la méthode, en l'occurrence la méthode de la préoccupation partagée, qui est la méthode qui a été retenue dans le cadre du programme national phare pour prendre en charge certaines situations de harcèlement à l'école. Alors, pas toutes, mais les plus courantes. Pas toutes, mais les plus nombreuses. Et je voudrais essayer de montrer que cette méthode de traitement des situations, elle repose sur 5 fondements théoriques qui eux-mêmes découlent des éléments de compréhension qu'on a essayé de mettre à jour ensemble jusque-là. Alors, ces 5 options théoriques, c'est d'abord, on vient de le dire, que la violence du groupe n'est pas celle des individus. C'est ensuite qu'il y a, parmi les protagonistes de la triangulation, quelque chose qui leur est commun, c'est la peur. C'est ça qui est le ciment du groupe. C'est assez facile à comprendre pour la cible, c'est sans doute assez facile de le comprendre pour les témoins qui ont peur d'être à leur tour la cible des situations. C'est peut-être moins évident pour les auteurs, dont on a parfois du mal à considérer que ce sont des enfants qui souffrent, qui sont en mal-être eux aussi, peut-être à cause de l'approche essentialisante. La troisième option théorique, et elle est liée à la seconde, il existe chez les membres du groupe un désir de sortir de cette situation d'intimidation. Le quatrième fondement, qui est sans doute celui qui génère le plus de résistance, parce qu'il vient heurter une culture, disons, punitive de la sanction profondément ancrée dans l'inconscient collectif éducatif en France. Le quatrième fondement, ou le quatrième option théorique, c'est que les remontrances, les sanctions et les appels moralisateurs à l'empathie sont sans effet, voire contre-productifs, parfois pour la sanction, qui va générer davantage de représailles, encore plus souterraines, encore plus invisibles. C'est inefficace dans un grand nombre de cas. Alors, pas dans tous les cas, nous l'avons dit, pas dans les plus graves peut-être, où la sanction, reste à savoir laquelle, doit être posée. Mais dans un grand nombre de situations, les plus courantes et les plus nombreuses, c'est la méthode de la préoccupation partagée qui est préconisée, en comptant sur une posture que l'on appelle la posture du diplomate et qui renvoie à une éthique et à des gestes professionnels à l'œuvre dans la conduite des entretiens que les adultes vont mener dans le cadre de cette méthode avec tous les protagonistes de la situation. Donc, si on veut essayer de comprendre en quoi consiste cette méthode, eh bien, elle va consister en une série d'entretiens menés selon une approche non blâmante. Ça, c'est la partie particulièrement originale de cette méthode. On reçoit les protagonistes, notamment les intimidateurs et les intimidatrices présumées, en mettant la sanction de côté au moins dans un premier temps et en jouant sur cette déstabilisation provoquée chez les élèves qui ne s'attendent d'ailleurs pas à cette situation. On mène des entretiens avec tous les protagonistes, d'abord la cible bien sûr, puis ensuite des intimidateurs, des intimidatrices et des témoins. Des entretiens qui sont réalisés par des adultes, donc de ces équipes ressources que nous avons évoquées tout à l'heure, formées à cette méthode, avec comme contenu de ces entretiens qui peuvent être très brefs, 2 objectifs. Un, au minimum, partager avec les protagonistes la préoccupation. Ça passe par des éléments de langage extrêmement simples du type « Bonjour, merci d'être venu me voir. Je voulais vous voir parce que je suis très préoccupé par la situation de Camille. Elle n'a pas l'air d'aller bien en ce moment. Je voulais savoir ce que vous pouvez m'en dire. » Et une fois cette préoccupation partagée, si elle est reconnue par l'élève ou par les élèves, inviter éventuellement ces derniers à formuler des suggestions qui pourraient améliorer la situation. Alors pourquoi est-ce qu'on agit ainsi ? Eh bien parce que le mécanisme du phénomène, comme nous l'avons éclairé tout à l'heure, eh bien le commande. Nous avons tout à l'heure effectivement précisé que notre objectif, c'était de faire cesser les violences au plus vite. C'est ça que les parents veulent, c'est ça que les enfants veulent, c'est ce que nous voulons aussi. Nous avons dit que c'était une dynamique de groupe, nous souhaitons casser l'effet de groupe, d'où la nécessité de mener des entretiens individuels. Nous avons dit que c'était une violence dont la particularité était qu'elle était particulièrement invisible. Eh bien, nous voulons briser l'invisibilité en mettant la situation à jour. Désormais, les adultes sont dans la partie, alors que jusqu'à présent, ça se jouait dans leur dos.
Nous voulons permettre à tous les protagonistes de sortir par le haut de cette situation. Il y a là un pari éducatif, effectivement, qui est un peu contre-culturel par rapport à la culture peut-être punitive de la sanction que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il s'agit de compter aussi sur l'obstination du diplomate qui va mener des entretiens dans un délai assez rapproché, 15 jours environ, de manière extrêmement serrée, et plusieurs, jusqu'à ce que la dynamique de groupe évolue, pour non pas aboutir à des grandes confessions lors des entretiens, c'est pas du tout l'objectif, mais obtenir la cessation des violences. Quand bien même un enfant dans un entretien ou un adolescent serait là en disant « je comprends pas pourquoi je suis là, je comprends pas pourquoi on m'a convoqué, j'y suis pour rien », peu importe qu'il ne souhaite pas faire part d'une grande conversion morale, ça viendra peut-être plus tard. Ce qui importe, c'est la cessation des violences et dans les délais les plus brefs. Cette méthode, pour le dire rapidement, elle porte ses fruits, elle n'est pas miraculeuse, mais le retour du terrain indique qu'elle permet de résoudre environ 80% des situations pour lesquelles elle est pertinente, c'est-à-dire, nous le répétons, pas toutes, notamment pas les plus graves, mais en tout cas les plus courantes, les humiliations, les mises à l'écart, les moqueries, qui sont encore monnaie courante dans nos écoles, notamment au cycle 3. Et puis cette méthode, elle a un autre mérite qui est intéressant, je crois, du point de vue du climat scolaire, c'est qu'elle introduit par ailleurs un nouveau paradigme de justice scolaire et d'autorité éducative. On l'a dit, c'est une méthode non blâmante, c'est assez original dans le système éducatif français, qui est un système qui fonctionne beaucoup autour de la punition et de la sanction, de l'exclusion en particulier. De ce point de vue-là, il y a dans la méthode de la préoccupation partagée un renoncement à une conception que j'appelle expiatoire et doloriste de la punition. Un renoncement aussi, nous l'avons vu dans les entretiens, à l'attribution accusatoire d'une responsabilité. C'est pas l'objectif de chercher une grande épiphanie morale, une grande conversion morale, savoir qui a fait quoi. C'est pas l'objectif des entretiens. L'objectif de ces entretiens, la méthode de la préoccupation partagée, c'est que la situation cesse. Et de ce point de vue-là, parfois, il faudra choisir au cœur d'une alternative entre faire justice, autrement dit avoir la tête de l'auteur, ou faire en sorte que les violences cessent. Et de ce point de vue-là, la méthode de la préoccupation partagée, contrairement aux critiques qu'on peut formuler parfois à son égard, n'est pas candide, elle vise l'efficacité. D'un point de vue pragmatique, ce qu'elle veut, c'est la cessation des violences. Or, les sanctions, les punitions, nous l'avons dit tout à l'heure, ne sont pas efficaces dans un certain nombre de cas, elles sont même contre-productives. Il faut donc penser autrement. Et puis, c'est une méthode qui recherche, si c'est possible, quand c'est possible, plutôt une sanction réparatrice, plutôt associer les protagonistes à l'amélioration de la situation, sans attendre pour autant forcément ce que j'appelle une épiphanie morale, c'est-à-dire on n'attend pas des intimidateurs ou des intimidatrices, des scènes de larmes où ils nous confient que c'est vraiment très mal ce qu'ils ont fait. Ce qu'on veut d'abord, c'est qu'ils cessent l'intimidation et les brimades, et puis si ensuite ils peuvent améliorer la situation, alors bien sûr, pourquoi pas. L'approche essentialisante que nous avons évoquée tout à l'heure et qui repose sur cette culture punitive de la sanction, eh bien, est sans doute une mécanique confortable et rassurante, nous l'avons dit, mais elle est inefficace aujourd'hui et elle pose une question très importante que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais que la méthode de la préoccupation partagée vient véritablement convoquer, c'est la question de l'efficacité, de la place de la sanction et de la culture punitive de la sanction dans l'école française. Je m'arrête là pour la méthode de la préoccupation partagée. Je voudrais, dans un dernier temps, rappeler que si la compréhension donc des logiques à l'œuvre dans le phénomène du harcèlement entre pairs à l'école justifie les éléments de la méthode de la préoccupation partagée. Si elle fonctionne de telle ou telle manière, eh bien, c'est parce qu'elle tire les leçons de la compréhension de ce phénomène, dans sa dynamique groupale notamment. Si elle permet donc d'éclairer un peu les leviers de la méthode, elle permet également d'indiquer des pistes pour le travail de prévention. C'est le dernier point sur lequel je voudrais peut-être m'attarder. Si on revient sur le schéma de tout à l'heure que je vous ai montré, là, qui nous permettait de comprendre sur comment fonctionne un petit peu la logique du harcèlement, on voit des leviers pour agir dans le champ de la prévention. Ce schéma nous avait permis de comprendre que les causes du harcèlement ne sont pas tant à chercher
dans la perversité des auteurs, ni même dans leur manque d'empathie chronique, que dans un double besoin d'appartenance et de reconnaissance qui concerne de très près la question de l'altérité, même si j'osais de la fraternité. D'un côté, en haut, c'est ce qu'on avait appelé la force centrifuge du nous, on a la solidarité conformiste et négative, solidarité de meute, qui est à l'œuvre parfois dans le harcèlement et dans les cyberviolences. Et puis en bas, nous avons de l'autre l'intériorisation des injonctions virilistes dominantes et des stéréotypes de genre qui commandent de dominer pour qu'une vie soit réussie. Et si on considère par ailleurs le fait que les cyberviolences, qu'on n'a pas évoqué davantage ici, mais dont on sait aujourd'hui que la porosité est très grande avec les situations de harcèlement, ce que ça veut dire, c'est que ce qui se passe dans la cour se prolonge sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux se poursuit dans la cour de l'école ou du collège. Si donc on considère, ce qui est établi aujourd'hui, que les cyberviolences sont éminemment cybersexistes, je donnerai quelques ressources pour finir, par exemple les ressources du centre Hubertine Auclair de la région Île-de-France qui travaille énormément sur cette question. Si donc on considère que les faits de cyberviolence sont éminemment cybersexistes, on comprend que la prévention du harcèlement et des cyberviolences a une racine commune avec la prévention des violences sexuelles et sexistes. Et cette racine commune, elle est à trouver, à chercher dans la déconstruction des stéréotypes de genre, parce qu'il y a un continuum des stéréotypes à la violence, comme tente de le montrer l'articulation de ces roues. Et on retrouve, pour une bonne part des situations de harcèlement, effectivement, le rôle patent de ces stéréotypes de genre. Donc, si on veut regarder quelques outils de prévention qui nous permettraient, par exemple, d'alimenter les 10 heures consacrées à la prévention du harcèlement et des cyberviolences qui sont prévues par le programme phare pour chaque classe, dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées de France, et qui peuvent certainement s'inscrire dans le cadre du programme d'enseignement moral et civique, dont on attend la nouvelle mouture. Eh bien, si on veut regarder quelques pistes de prévention, quelques-unes bien sûr, pour pouvoir prévenir les situations de harcèlement et de cyberviolence, eh bien, on l'a vu, le travail du développement de l'esprit critique et de l'anticonformisme, par exemple, par les ateliers philo. Je suis rattaché à la chaire de l'UNESCO de pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents. Et donc, évidemment, c'est un champ possible en toute modestie. C'est pas un outil miraculeux non plus, mais aller interroger avec nos élèves dans des temps de discussion et de réflexion collective la distinction entre rire avec et se moquer d'eux, aller travailler avec eux un petit peu ce que c'est que la normalité, essayer d'interroger, de déconstruire le lien entre la norme, la différence et la hiérarchie et les violences qui s'en suivent, essayer d'interroger un petit peu les notions de pouvoir, de popularité, de réussite sociale et de domination dans ces temps, soit de débats interprétatifs, par exemple à partir de littérature de jeunesse. Il y a ici un exemple, par exemple, d'un album rouge qui permet, avec le cycle 3, d'initier des discussions, des débats argumentés autour de ces thématiques, en essayant d'éviter évidemment l'écueil de la leçon de morale, que ce soit plutôt un temps réflexif, éventuellement intégrant des moments de dilemme qui permettent des projections empathiques et réflexives. Donc, ça peut être des pistes comme celle-ci. Ça peut être évidemment un travail sur la coopération et la solidarité. On l'a dit, comme le montrent de nombreuses productions du concours non harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, qui mettent en avant le rôle des témoins en particulier. Il s'agit à nos élèves d'essayer de vivre, alors soit dans des ateliers de discussion à vie démocratique, soit dans des pratiques coopératives, soit par exemple dans des hackathons, de vivre des expériences de solidarité joyeuse qu'ils connaissent dans le sport, dans la musique, dans l'art, dans la culture, pour inverser le mimétisme négatif des solidarités de meute qui sont à l'œuvre dans le harcèlement et les cyberviolences. Et puis enfin, un travail sans doute sur le développement des compétences psychosociales. Je ne reviens pas ici sur les interventions qui ont lieu tout à fait passionnantes sur ce sujet, avec, si on s'intéresse en particulier à la triple dimension cognitive, émotionnelle et sociale de ces compétences, peut-être
pour les situations de harcèlement, travailler en particulier sur la connaissance de ses forces et de ses limites, la capacité à gérer ses impulsions, à faire des choix responsables, bien sûr le travail de régulation émotionnelle, la capacité peut-être, si on regarde la dernière trilogie, à savoir demander de l'aide. La dernière enquête que nous évoquions tout à l'heure sur le harcèlement qui a été opéré à la rentrée montre que 30% des écoliers seulement, 50% des collégiens et des lycéens connaissent le 3018, le numéro qui leur permet d'obtenir très rapidement aide, conseil et soutien. C'est modeste, mais c'est néanmoins un effort qui peut être accompli dans le champ du développement des compétences psychosociales. Pour conclure, je voudrais peut-être dire que la prévention du harcèlement n'est pas un adjuvant, quoi. C'est quelque chose qui importe parce que ça permet de rétablir le contact entre prévention des violences et réussite scolaire, comme une évidence peut-être un peu oubliée et que vient rappeler, au-delà de la seule prévention des violences, eh bien, les conditions de l'entrée dans les apprentissages, que les réflexions récentes sur le bien-être à l'école, le développement des compétences psychosociales que j'évoquais, disent aussi l'importance. Pour apprendre, voilà peut-être l'évidence ici, il faut être en sécurité physique, psychologique, cognitive, sociale. Il faut peut-être rappeler, c'est le sens de ce schéma, qu'au cœur des 7 axes du climat scolaire que vous voyez ici dans ce schéma, eh bien la qualité des relations entre les élèves, relations entre les élèves et les adultes, relations entre les adultes, bien sûr aussi, est la toile de fond du climat scolaire, ce qui nous invite sans doute d'ailleurs à ne pas restreindre le développement des compétences psychosociales aux élèves. En 2015, le programme d'enseignement moral et civique a considéré qu'il était absolument central d'éduquer nos enfants et nos adolescents à la connaissance, à la reconnaissance, à la verbalisation de leurs émotions, au travail sur l'empathie, au travail sur la communication bienveillante. Qu'en est-il exactement de ce même travail pour les adultes? Est-ce que c'est vendu avec le fait d'être enseignant? Je ne le crois pas. Il y a là un travail évidemment tout à fait important. Il est sans doute central aujourd'hui de considérer les métiers de l'éducation comme des métiers de la relation et de faire de ce que Christophe Marcelier nomme l'éthique relationnelle ici une boussole, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour tous les personnels de l'éducation, cadres compris. Il y a des savoir-faire relationnels propres au métier d'éducateur et qui conditionnent la transmission des apprentissages, la réussite des élèves, la qualité de vie à l'école. Ils doivent, je crois, davantage devenir un objet professionnel de recherche et de formation des personnels de l'éducation. Alors un dernier mot peut-être pour reprendre un petit peu de hauteur et puis essayer de comprendre le sens de la présence d'un plan de prévention des violences et du harcèlement. Eh bien, peut-être on peut le replacer dans l'histoire plus générale de l'éducation, notamment la place prise par ce qu'on appelle les éducations A, dont on a ici quelques exemples listés dans un historique où on voit la prévention du harcèlement et des cyberviolences en 2021. Il faudrait y ajouter le développement des compétences psychosociales que je viens d'évoquer. Pourquoi donc ce développement des éducations A? Pourquoi accorder autant de place aujourd'hui à la prévention des violences ou au développement de ces compétences psychosociales? Une piste de réflexion conclusive peut-être donnée par cette formule du philosophe Michel Fabre, qui dit que l'éloignement entre la culture scolaire et les formes de vie de la jeunesse, que la progression de la violence dans la société et à l'école même, à moins que ce ne soit notre plus grande intolérance à l'égard de la violence, je pense qu'il y aurait une discussion. La montée, dit-il, d'un certain relativisme à l'égard des savoirs qu'on a vu à l'œuvre, notamment peut-être pendant la période de la Covid. Tout ceci, dit Michel Fabre, conduit la pensée pédagogique à privilégier le souci du bien sur celui du vrai. On aurait un tournant éthique de l'école dont le développement de l'approche par compétences et des éducations témoigne. Il y aurait un primat de la quête du bien sur celle du vrai dans la postmodernité qui est la nôtre. Avant, dit Michel Fabre, pour finir cette formule, eh bien, le barbare, c'était l'inculte, c'était l'ignorant,
aujourd'hui, peut-être, semble-t-il dire, le barbare, ce serait non pas l'inculte ou l'ignorant, mais ce serait le violent, de sorte qu'il y aurait aujourd'hui dans l'école et dans la société une place plus importante accordée au bien qu'au vrai, au souci de l'autre plutôt qu'au souci de la connaissance de l'être. Je vous laisse sur cette réflexion finale qui peut-être permet de donner un peu plus de sens à la présence dans l'école des éducations A et en particulier de la prévention des violences. Si d'aventure la simple observation de l'indispensable lien entre sécurité physique, psychique, sociale et cognitive ne suffisait pas pour nous convaincre qu'il faut évidemment, pour permettre la réussite des élèves à l'école, garantir qu'ils ne subissent pas des violences dans le quotidien qui est le leur. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour quelques questions, j'espère, Chloé. Merci beaucoup, Christian. Merci. Oui, il y a effectivement quelques questions des participants et participantes. Peut-être une première question, un regroupement de questions porterait sur l'évaluation de ces dispositifs, en fait, les apports de la recherche pour voir l'efficacité aussi bien de la méthode, la MPP, la méthode de préoccupation partagée, mais aussi peut-être aussi une évaluation des actions de prévention. Puisque il y a eu dans cette présentation plusieurs actions de prévention citées. Quels apports de la recherche à ce niveau? Quelles évaluations possibles? Eh ben, c'est bien l'enjeu de ma curiosité et de la volonté d'évoquer ce sujet dans cette conférence, c'est que à l'égard de la méthode de la préoccupation partagée, il me semble que au-delà des évaluations qui sont faites de manière académique, j'entends par académique au niveau des académies, par exemple l'Académie de Versailles, il me semble qu'il n'y a pas d'évaluation scientifique des bienfaits ou des limites de cette méthode, mais pour l'heure, me semble-t-il, et je l'appelle de tous mes voeux, ce travail scientifique, une évaluation empirique qui n'est pas négligeable. Hein, je le disais tout à l'heure, quand on fait des questionnaires et qu'on invite les équipes ressources, ce qui a été fait dans un certain nombre d'académies à qualifier le nombre de situations de harcèlement qui ont été pris en charge par la méthode de la préoccupation partagée et résolues par la méthode de la préoccupation partagée, on a des chiffres qui tournent autour de 80%. Mais oui, je crois qu'il y a là une nécessité à avoir une évaluation fine, qualitative, quantitative des éléments de la méthode de la préoccupation partagée. Et pour l'heure, je crois qu'elle est encore manquante. Pour ce qui est des programmes de prévention, ben j'en dirais tout autant. Ce qui semble aujourd'hui assez net, ce sont les liens qui justifient le travail de prévention. Par exemple, le continuum entre les stéréotypes et les violences. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de travaux qui permettent de considérer qu'on n'en est plus à se demander si ce lien serait pertinent ou pas. Ça, c'est établi. En revanche, il y a un travail en cours et il est dans le champ des académies, je dirais, encore peut-être restreint aux 3 heures d'éducation à la vie affective et à la sexualité, selon le nom qu'on veut bien lui donner, 3 heures par an pour pouvoir travailler à la déconstruction de ces stéréotypes, ou les 10 heures de prévention du harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, ou les temps lors du programme d'enseignement moral et civique. Mais à ma connaissance, en tout cas, des recherches qualitatives ou quantitatives qui viendraient évaluer la pertinence de ces travaux sont encore à venir. Je crois que dans le champ des développements des compétences psychosociales, je ne l'évoque pas davantage, puisqu'il me semble que Damien Tessier et Natacha Nangoulov, qui ont déjà participé à ces conférences, ont dû sans doute en dire des mots. On voit effectivement des recherches qui nous montrent que le développement intégré ou une approche intégrée du développement des compétences psychosociales dans le champ de la prévention est absolument indispensable. Merci beaucoup. Du coup, je fais le lien avec 2 autres questions, puisque vous avez parlé là de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y a d'autres types d'éducation qui ont été cités tout à l'heure. On a une question sur les nouveaux programmes d'EMC, d'éducation morale et civique. La personne demande si ça semble
cohérent avec les propos tenus lors de la conférence ou si c'est assez éloigné. Et une autre question qui porte sur comment travailler le cyberharcèlement par rapport à votre connaissance scientifique du terrain. Quelle serait la problématique qui devrait être travaillée pour travailler le cyberharcèlement? Alors sur la première question, je ne lis pas dans le secret des dieux. Donc pour ce qui est du futur programme d'enseignement moral et civique, je ne saurais vous en délivrer le contenu. Je ne le connais pas pour ma part. En tout cas, ce qu'on peut peut-être espérer ou attendre, c'est que ce soit, et j'évoquais la question des ateliers philo tout à l'heure, dans le champ de l'enseignement moral et civique, un programme qui invite non pas simplement à un travail intellectuel, par exemple sur les valeurs ou sur l'empathie, mais un travail qu'on appelle psycho-affectif et conatif, quoi. Il ne s'agit pas tant de simplement inviter nos élèves à réfléchir sur la liberté, l'égalité ou la fraternité ou la laïcité, mais à leur donner des occasions peut-être de l'éprouver et de la vivre en acte. Il y a là dans la dimension conative, donc par exemple des valeurs, quelque chose de très important dans le champ de l'enseignement moral et civique. Et on l'évoquait tout à l'heure pour la prévention du harcèlement, et j'en finis par là. Il y a derrière les appels moralisateurs, derrière les sanctions punitives, derrière la recherche d'attribution de responsabilité, des pistes qui sans doute sont assez inefficaces pour prévenir les violences. Et j'espère que le programme d'enseignement moral et civique tirera peut-être les leçons de toute une approche, je dirais, injonctive qui n'a pas beaucoup d'efficacité en réalité dans le champ de la prévention des violences. Quant au traitement des cyberviolences, il y a parfois quelque chose qui est un petit peu déroutant pour les adultes, voire pour les personnels enseignants, c'est qu'ils ont le sentiment que, n'étant pas des technophiles, ils seraient en difficulté pour pouvoir accompagner nos jeunes sur la question des cyberviolences. Alors bien sûr, il y a un enjeu familial de régulation du temps d'écran. Il est très nettement établi aujourd'hui. Les dernières enquêtes nous montrent que ça va quand même mieux. En sortie de Covid, on avait encore, je crois, dans une enquête de génération numérique, presque 50% ou la moitié des parents qui ne régulaient pas du tout le temps d'usage d'écran de leurs enfants ou adolescents. Je crois que ces chiffres ont fortement augmenté. Aujourd'hui, on est plutôt 70-75%, je crois, de mémoire. Donc, il y a bien une prise de conscience. Il y a bien aussi, mais c'est un enjeu politique dont on sait qu'il est récurrent et pour l'instant pas tout à fait encore abouti sur la modération des contenus, et la libéralisation de ce qui peut s'y produire. Il y a encore aujourd'hui un âge moyen environ de visionnage de premières vidéos pornographiques qui est aux alentours de 10 ans. Donc là, il y a quelque chose, évidemment, là, qui échappe en partie à l'école, mais le travail peut être aussi fait autour de la question de l'empathie. Il y a dans ce qu'on appelle la net étiquette un comportement de citoyenneté numérique qui peut tout à fait être travaillé avec les élèves sans que nous soyons des spécialistes de la technologie et des réseaux sociaux. Alors, je donnerai quelques ressources dans le support que j'ai utilisé vers le centre Bertine-Auclair qu'on évoquait tout à l'heure, vers des magistères et des parcours sur le cybersexisme qui ont été réalisés et qui donnent tout un tas de pistes et d'outils pour que les collègues puissent se sentir un peu moins démunis par ce phénomène qui effectivement est massif aujourd'hui et qui les met dans des difficultés certaines. Il y a des pistes, il y a des outils. Merci beaucoup. De l'autre côté de l'échelle d'âge, on a beaucoup de questions qui portent sur les plus petits, avec une première question qui est: est-ce qu'on peut parler de harcèlement entre pairs avant 6 ans? Et ensuite plusieurs questions qui portent sur les ressources dont on dispose actuellement pour travailler cette question et prévenir le harcèlement avant le cycle 2, en maternelle notamment. Alors là, j'en profite pour montrer ça. Quelques ressources du C2A2E, le centre ici, par exemple, la mascotte Nouna, pour travailler dès le cycle 1
et jusqu'au cycle 3, au développement d'un certain nombre de compétences psychosociales dont on a évoqué tout à l'heure l'intérêt pour travailler dans le champ de la prévention du harcèlement. Il y a une mallette classe respect aussi, et qui répond d'ailleurs à une des questions de tout à l'heure, parce que la difficulté, c'est parfois que les enseignants, notamment dans le cycle 1, veulent avoir, et ils ont bien raison, des séances qui soient, et des séquences clés en main qui leur permettent effectivement de pouvoir travailler sur ces sujets sans perdre le fil de l'ordinaire de leur quotidien pédagogique. Quant à la question de savoir si on parlait de harcèlement pour des petits enfants, par exemple, en matière, enfin en grande section, en moyenne section, c'est vrai qu'on est plus prudent à l'égard de la dynamique de groupe que nous avons tout à l'heure évoquée à propos de la situation de harcèlement quand il s'agit des plus petits. Ce qu'on voit, c'est que la méthode de la préoccupation partagée, qui est faite aussi d'entretien mené avec les protagonistes, sera plus compliquée lorsqu'on descend en âge avec des tout petits qui seraient en moyenne ou en grande section. Donc on sera plus attentif peut-être à pas plaquer, comme je l'évoquais tout à l'heure, la notion de harcèlement trop vite sous prétexte qu'on a affaire alors évidemment à des actes et des conduites qu'il faut prendre en considération. Il ne s'agit pas du tout de minimiser les violences que les enfants peuvent s'infliger et il est absolument indispensable que les adultes interviennent. Mais voilà, ce qui caractérise le harcèlement, c'est une dynamique de groupe. Est-ce qu'elle est à l'œuvre dans les premiers âges? Ça, c'est pas tout à fait avéré, je crois. Donc, je crois qu'il faudra être prudent. Et de la même façon, avoir en tête que dans la construction identitaire des enfants, il y a aussi quelque chose qui peut dégénérer en harcèlement, qu'on appelle parfois les amitiés toxiques, qu'on trouve plutôt au cycle 3, au collège, et qui sont parfois génératrices de situations de harcèlement et qu'on trouvera peut-être pas dans des âges plus précoces. Merci beaucoup. Une question qui peut-être fait le lien avec ce qui vient juste d'être dit, c'est est-ce qu'on peut imaginer dévoiler assez tôt dans l'éducation des enfants cette tendance du groupe à fonder son unité sur une violence victimaire? Tout ce travail sur la norme, en fait. Alors, dans le champ de l'éducation à la fraternité, c'est évidemment un sujet qui me préoccupe de savoir si, et c'est ce que j'évoquais à propos du travail sur les valeurs. Tout à l'heure, la fraternité fait partie de la devise de la République. C'est donc une entrée dans le programme d'enseignement moral et civique. Sans doute qu'il ne faut pas attendre de miracle d'une réflexion intellectuelle sur la fraternité pour pouvoir prévenir les violences que les individus s'infligent. Sans doute qu'il y a dans la construction identitaire quelque chose, je ne sais pas si on peut dire d'inévitable dans ce phénomène du bouc émissariat. En tout cas, si les adultes n'interviennent pas, c'est la leçon de Sa Majesté les mouches, alors oui, là, cette dynamique, elle va se produire et elle va produire des violences. Est-ce qu'on peut travailler dans le champ de la prévention auprès des enfants à la prise de conscience que leur solidarité mimétique négative produisent en termes de violence? Je crois que oui, je pense qu'il le faut. Je pense aussi qu'ils sont sensibles à des expériences de solidarité joyeuses, que ce soit dans le sport, dans l'art, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a moyen pour eux de leur faire vivre des expériences empathiques, solidaires, joyeuse, si on le dit dans le vocabulaire philosophique d'un philosophe comme Spinoza, par exemple, et que là, il y a quelque chose à faire. Que ça suffise, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire ce travail. Donc oui, travailler à partir d'albums de littérature de jeunesse sur la question de la solidarité et de la fraternité, leur faire vivre des expériences psycho-affectives et connatives, les faire vivre en acte, des expériences de solidarité positive. Tout cela, je crois, est un travail qui peut et qui doit, à mon avis, être fait pour pouvoir prévenir ces violences et favoriser une prise de conscience. Mais encore une fois, il faut aussi que les adultes interviennent, régulent, soient aussi eux-mêmes exemplaires dans un certain nombre de leurs conduites pour pouvoir, à un moment, ne pas tout attendre de l'éducation des enfants non plus, en particulier dans le champ de la prévention du harcèlement. On l'a dit, les ambassadeurs, par exemple, des programmes phares, ils sont pas là pour traiter les situations, ils sont simplement là éventuellement pour être des relais ou des lanceurs d'alerte ou pour faire de la sensibilisation entre pairs, mais c'est aux adultes de prendre en charge les situations de violence.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut s'accorder une toute dernière question avant de conclure. Une question qui porte sur la place des parents au sein du programme phare, et donc au sein de la méthode de la préoccupation partagée, avec l'idée qu'il y a parfois un flou, et on le retrouve aussi, hein, dans nos formations sur l'Académie de Versailles, un flou entre le fait de les associer dès le départ ou de les prévenir en cours de procédure. Voilà, quid des parents dans cette méthode qui se veut non blâmante? Alors, assurément, et c'est une des leçons de l'expérience accumulée depuis 2014 et le lancement de la matrice du programme phare, assurément, il faut associer les parents à la compréhension du phénomène, car, je l'ai dit, l'approche essentialisante, elle est très ancrée dans la culture française, mais elle génère souvent des impasses, elle est contre-productive. On voit des parents, et très légitimement, qui sont effarés par la violence subie par leurs enfants, qu'ils découvrent souvent, je l'ai dit, avec un temps de retard. Donc je crois qu'il faut entendre la tempête émotionnelle qui est la leur. Il y a eu suffisamment d'affaires plus ou moins médiatisées à ce sujet. Pour autant, il faut réussir à faire alliance avec eux. C'est le travail de Marie Cartier et Jean-Pierre Bellon qui le rappelle, faire alliance avec les familles pour que nous ne tirions pas chacun dans un sens. Si on essaye de traiter la situation avec la méthode de la préoccupation partagée, qui a son efficacité, mais que pendant ce temps-là, on a des parents qui tentent de régler entre eux, dans le quartier, la situation, évidemment, ça génère des contradictions. Donc, il faut les y associer. Quant à les prévenir, lors de la méthode de la préoccupation partagée, ben là, encore une fois, c'est une affaire de confiance et d'alliance. Elle est à gagner. C'est loin d'être le cas dans tous les territoires, mais on voit que les équipes ressources qui sont formées et qui prospèrent sur les territoires, là, gagnent cette confiance et font reculer les situations de harcèlement en les prenant en charge dans des délais qui soient acceptables par les parents et avec une considération qui permette d'obtenir cette confiance. Or, là, il y a encore quelque chose à faire pour la gagner. Trop souvent, peut-être encore, voilà, l'institution peine à prendre la mesure des violences subies. Et ça, c'est une révolution, hein, qu'on évoquait avec la conclusion de Michel Fabre sur la manière dont on doit peut-être plus attentif aux violences subies à l'école. Pour bien apprendre, il faut être en sécurité. Merci beaucoup, Christian, pour cette conférence et pour toutes ces réponses aux questions. Merci beaucoup au public pour votre participation et pour vos questions riches et variées. On vous invite du coup à poursuivre cette réflexion sur le bien-être à l'école lors de la prochaine conférence qui aura lieu le 3 avril à 17h avec Omar Zana sur l'éducation par le corps à l'empathie à l'école. Voilà, je vous rappelle que l'inscription est gratuite pour assister à ces conférences, mais qu'elle est obligatoire. Donc, il faut tout de même faire cette démarche. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée du site du réseau des INSPE. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci Chloé.